Alain Perfit, la justice en Europe, la justice en France. Pour Valéry Giscard d'Estaing, Bruxelles, un des sommets européens les plus utiles de ces dernières années. Un point pour sa date, les États-Unis révisent leur politique au Proche-Orient. Ils sont favorables à des contacts directs entre Israël et ses voisins. Jean-Pierre Soisson chez Raymond Barre, les objectifs d'action du gouvernement connus le 7 janvier. EDF, la grève continue. Monsieur Gingembre, au nom des PME, c'est le désordre. Et puisque nous parlons grève, Daniel Asquin vous l'a dit tout à l'heure, il n'y aura pas de dossier de l'écran à l'issue de ce journal, pas d'émission consacrée aux partis politiques, mais un film, et ce, en raison d'une grève déclenchée donc par les techniciens CFDT d'Antenne 2. Et à ce propos, le Parti communiste, dans un communiqué qui tombe à l'instant, reconnaît, je cite, le droit des travailleurs à faire grève, mais il s'étonne par la voix de Georges Gosselin et s'étonne et déplore que disparaisse du petit écran une émission à laquelle devait participer le Parti communiste français. Bonsoir, maintenant, nous allons tout de suite parler de ce qui s'est passé aujourd'hui à Bruxelles, c'est-à-dire de la dernière journée du Conseil européen des 9. Un bilan en 3 points, le souhait du maintien de l'élection du Parlement européen en mai-juin prochain, un accord sur la contribution britannique au budget de la communauté, et puis la discussion de la proposition de Valéry Giscard d'Estaing, la création d'un espace judiciaire européen que nous commentions hier soir et que Valéry Giscard d'Estaing a évoqué aujourd'hui. À l'heure actuelle, dans nos rapports avec nos partenaires, nous avons des rapports entre États étrangers. Le fait que nous appartenions à une communauté n'affecte en rien nos rapports judiciaires. Et par contre, dans beaucoup de domaines économiques, commerciaux, nous avons au contraire un rapprochement dans nos vies quotidiennes. Si l'on veut faire l'Europe des hommes, il faut donc qu'à l'intérieur de la communauté, il y ait également un certain rapprochement en ce qui concerne nos systèmes judiciaires et que, notamment, certaines décisions de compétence des tribunaux deviennent plus automatiques. Et c'est ainsi que nous avons considéré que pour les crimes d'une certaine gravité, c'est-à-dire susceptibles d'être sanctionnés par des peines de prison d'une certaine durée, donc d'une certaine importance, il fallait prévoir que les procédures en cours de compétence, c'est-à-dire d'extradition, soient simplifiées entre les pays de la communauté. Dans la communauté, il existe des systèmes judiciaires très élaborés, qui sont d'ailleurs parmi ceux du monde qui offrent les plus grandes garanties. Le système judiciaire britannique a une très haute réputation. Nous sommes nous-mêmes à l'origine, vous le savez, d'une grande partie du droit dans le monde. Et donc, il s'agit de faire en sorte que ce soit les tribunaux, assortis de toutes les garanties judiciaires existantes, qui aient à se prononcer. Le seul problème, c'est la compétence, c'est-à-dire quel doit être le tribunal qui juge tel ou tel crime, au-delà d'une certaine gravité. À partir du moment où des solidarités se renforcent, il n'est pas possible que sur le plan judiciaire, les États européens, membres de la communauté, et je vous répète, qui ont des systèmes judiciaires qui protègent très scrupuleusement les droits de l'individu et les droits de la défense, continuent à s'ignorer entre eux. Oui, avant de détailler avec Alain Perfit, notre invité, ce que recouvre cette notion d'espace judiciaire, je crois qu'il est bon de montrer un exemple concret de coopération en matière de lutte contre le terrorisme, l'exemple allemand. Bonne, Michel Helmut Meyer. Schmidt n'a pas été surpris par l'initiative de Valéry Giscard d'Estaing. Je crois pouvoir affirmer que les deux chefs d'État et de gouvernement s'étaient même concertés avant ce sommet européen. Comme à Paris, apparemment, on est ici à Bonn convaincu que les principes qui président aux extraditions de pays à pays sont devenus plutôt anachroniques. En outre, on reste à Bonn très choqué par la campagne de presse, la campagne anti-allemande à laquelle l'extradition de Klaus Croissant avait donné lieu. Toute mesure pouvant alors amener plus de clarté dans le débat juridique qui accompagne les extraditions est donc parfaitement bien accueillie à Bonn. Cela dit, personne ne croit à des décisions rapides au niveau européen. L'Allemagne fédérale et la France ne sont pas les seuls pays de l'Europe à l'heure actuelle. Il faut compter avec d'autres États comme la Hollande, des États qui restent très réservés malgré le fait que les Pays-Bas soient devenus, les derniers temps, une terre refuge pour les disciples des terroristes allemands. Avec nous, je vous le disais donc, Alain Perfit, le garde des Sceaux. Merci d'être notre invité. Pour détailler un petit peu cette proposition du président de la République, dont la lettre de l'unité, l'organe du Parti socialiste, disait tout à l'heure l'extradition automatique aujourd'hui, à quand la police automatique, la justice automatique? Écoutez, il ne faut rien exagérer. Il s'agit simplement que des procédures simples soient adoptées entre les 9 pays de la communauté. Depuis 20 ans que la communauté européenne se construit,
Elle a réussi à tisser des liens extrêmement forts entre les 9 pays. Il n'y a pratiquement plus de frontières. Les frontières sont des passoires. Elles sont des passoires notamment pour les criminels. Alors, on ne voit pas pourquoi les États ne feraient pas un pas de plus dans leur coopération. Ils ont fait des pas extrêmement importants en matière économique, commerciale, agricole et même politique, puisque le Conseil aujourd'hui à Bruxelles le montre, des pas importants sur le plan parlementaire, puisqu'il va y avoir une assemblée élue au suffrage universel. Il serait anormal que sur le plan judiciaire, on laisse de côté une coopération qui s'impose. Alors, il s'agit de simplifier les procédures concernant les actes de violence graves. C'est une façon de lutter contre ce développement de la violence. Pourquoi est-ce que les criminels pourraient trouver refuge dans le pays voisin alors que nos pays, finalement, sont en train d'élaborer entre eux une union? Donc la notion de droit d'asile disparaîtrait. Mais la notion de droit d'asile reste entière à l'égard des pays qui ne donnent pas toute garantie en matière de liberté. Sur 150 pays qui sont représentés à l'ONU, il y en a 130 qui ne donnent pas toute garantie en matière de liberté. Il y en a une vingtaine seulement qui sont des pays parfaitement démocratiques, où le pouvoir est régulièrement remis en cause par des élections que personne ne peut suspecter. Il y en a une vingtaine seulement dans le monde. Eh bien, les 9 pays de la communauté européenne sont de ceux-là. Ils sont arrivés au même degré de développement et d'avancement dans la démocratie, et par conséquent, il peut se produire entre eux des liens plus étroits qu'avec certains autres pays. La France, de toute façon, reste une terre d'asile. Nous avons 114 000 réfugiés politiques en France. Est-ce que vous savez que la France est en tête des pays d'asile, des pays d'accueil? Cela fait partie de notre tradition la plus sacrée, cela fait partie de notre constitution. Nous sommes et nous resterons un pays d'accueil pour des réfugiés politiques. Il en arrive d'ailleurs tous les jours, qui ont d'ailleurs priorité d'embauche. Mais de temps en temps aussi, vous en expulsez. L'exemple du frère du cinéaste Saoura. De temps en temps, pour des raisons d'ordre public, nous en expulsons, car nous ne les accueillons pas pour faire de l'agitation chez nous. Nous les accueillons parce que ils sont, dans la mesure où ils sont persécutés dans leur pays pour la justice. Je regarde, à partir de quel moment l'action politique devient-elle terrorisme, donc relevant du droit commun? Écoutez, de toute façon, il a toujours été admis, entre pays ayant un régime à peu près semblable, que, par exemple, l'assassinat de chefs d'État devait entraîner une extradition qui n'était pas considérée comme protégée pour des raisons politiques. Bon. Mais on n'assassine pas des chefs d'État tous les jours. Non, mais alors, le mobile politique ne peut pas être retenu à l'égard d'actions terroristes qui sont des actes de violence très graves, qui sont en train de traumatiser nos pays occidentaux. C'est un véritable défi qui est lancé à nos pays, et à un défi nouveau, il faut répondre par des mesures nouvelles, par des méthodes nouvelles. Il ne faut pas gagner la dernière guerre, il faut gagner la prochaine. Nous sommes actuellement menacés par un développement du terrorisme international qui nous atteint de plein fouet et auquel nous devons répondre par des mesures appropriées. Oui, mais le droit reste tout de même. Et par exemple, pour en revenir à un dossier récent, comment la justice française peut-elle contrôler que l'avis de la chambre d'accusation sera respecté dans le procès Claus Croissant en Allemagne? Comment? Par quelle procédure? Écoutez, c'est extrêmement simple. Il y a une procédure légale et une procédure internationale qui est prévue par la convention d'extradition franco-allemande qui date de 1951. C'est pas d'hier, vous voyez, c'était longtemps avant le terrorisme. Eh bien, au terme de cette procédure, les Allemands ne peuvent pas juger Croissant pour d'autres chefs d'accusation que ceux qui ont été retenus par la chambre d'accusation française. Alors, il y a eu toutes sortes de campagnes de presse dans cette affaire qui ont été extrêmement désagréable. D'abord, il y a eu une petite campagne de presse qui a obscurci cette question pourtant fort claire et qui a voulu faire croire que cette décision avait été précipitée, avait été illégale. Elle n'a pas été précipitée puisque la demande d'extradition
date de la mi-juillet et que nous l'avons exécutée à la mi-novembre après 4 mois pendant lesquels nous avons beaucoup réfléchi, pendant lesquels personnellement j'ai étudié de près le droit d'extradition et la jurisprudence en matière d'extradition. Croyez-moi, la chancellerie a étudié très soigneusement tous les précédents et a tenu à ce que les choses se fassent d'une façon parfaitement légale et irréprochable. Il n'y a eu aucune précipitation, les choses étaient claires. Si la chambre d'accusation avait décidé de répondre négativement à la demande allemande, eh bien, il aurait été libéré le jour même. Et si la chambre d'accusation répondait positivement à la demande d'extradition, il était extradé le jour même, c'est-à-dire qu'il était envoyé à ses juges naturels. Mais tout le monde a eu l'impression que le gouvernement a eu peur d'un recours en Conseil d'État. Le gouvernement n'a pas eu peur d'un recours en Conseil d'État. Il y a un principe fondamental de droit public en France qui est que tout acte administratif est immédiatement exécutoire. Alors, dans certains cas, le gouvernement peut penser que rien ne presse et peut laisser se prolonger des recours sans fin. Il y a des cas dans lesquels le gouvernement, l'autorité administrative, juge de l'opportunité, considère qu'il faut se presser, qu'il n'y a pas de temps à perdre. C'était le cas dans cette affaire, car il y avait des risques de prise d'otage. Si Klaus Croissant avait passé une seule nuit de plus en France, il y avait des risques de prise d'otages en France pour exercer un chantage sur les autorités françaises et les empêcher d'extrader Klaus Croissant. Monsieur le ministre, À partir du moment où il était livré, il n'y avait plus aucun risque. votre décision a jeté l'émoi dans les milieux judiciaires. Est-ce que vous vous rendez compte que justement ces milieux judiciaires sont coupés en deux maintenant? Il y a d'un côté le garde des Sceaux, de l'autre tous les magistrats. Ah, pas du tout. Je crois que, tous syndicats confondus. Absolument pas. Il y a une infime minorité de magistrats qui se sont solidarisés avec ceux qui ont critiqué cette décision, et l'immense majorité des magistrats qui sont parfaitement conscients de la légalité des décisions qui ont été prises, qui s'estiment tout à fait satisfaits. De même que je supplie que l'on ne confonde pas l'agitation de quelques magistrats extrémistes avec l'ensemble de la magistrature. Ce sont eux qui portent atteinte à la magistrature, au crédit de la magistrature et au crédit de la justice. La justice et la magistrature sont dans l'ensemble au-dessus de tout éloge, et ce n'est pas l'attitude de quelques-uns qui doit être considérée comme significative de l'ensemble. Je vous remercie. La grève EDF maintenant, la CGT et la CFDT se rencontrent ce soir pour évoquer l'éventualité de la poursuite du mouvement si aucune négociation n'est engagée avant après-demain. Vous savez qu'hier, le Premier ministre a adressé une mise en garde solennelle et énergique aux deux syndicats. En attendant la grève tournante, à ne pas confondre avec la grève nationale d'1 heure sur tout le territoire le matin, eh bien cette grève-là atteint demain la région parisienne et les protestations affluent surtout de la part des chefs d'entreprise. L'électricité représente plus du quart de l'énergie consommée en France. Vous voyez sur ce tableau, l'électricité vient après le pétrole, mais bien avant le gaz. Énergie, cela signifie éclairage, chauffage, mais surtout activité industrielle. Les entreprises industrielles sont les premiers clients de l'énergie électrique. Elles consomment les 2/3 de l'électricité produite par EDF. Les ménages n'en utilisent qu'un tiers. Dans l'industrie, c'est la SNCF qui est le premier consommateur d'électricité. On trouve ensuite l'électrochimie, la sidérurgie, la papeterie, la mécanique. Dans certaines professions, les coupures de courant entraînent un arrêt quasi total de l'activité dans la matinée. C'est le cas, par exemple, des dentistes qui hésitent à faire asseoir un malade sur leur siège parce qu'ils craignent l'arrêt imprévu de leurs appareils. Les coiffeurs sont logés à la même enseigne. D'une façon générale, moins d'énergie signifie moins d'activité. C'est l'argument numéro 1 qu'avancent les chefs d'entreprise pour critiquer cette grève. Permettez-moi l'expression, c'est la chienlit et le désordre dans l'ensemble de l'industrie française. C'est ça qui est particulièrement grave. Sans que nous ayons la possibilité, ni personne, la possibilité de chiffrer ce que coûte à l'industrie française l'ensemble de ces différentes coupures. On ne peut pas savoir exactement quelle sera dans les différentes branches professionnelles et quelles seront les branches professionnelles les plus coupées. Ce ne sont pas quelquefois celles que l'on s'imagine devoir souffrir le plus. Mais sans chiffrer le coût, est-ce que l'on peut savoir ce que cela entraîne dans l'activité des entreprises réellement?
Mais c'est bien simple, ça peut tout simplement arrêter presque complètement la marche des entreprises pendant toute une journée. Car il ne faut pas croire qu'on arrête à un moment donné puis qu'on peut reprendre aussi facilement. Chaque fois, si vous voulez, vous allez avoir, du fait de la coupure, une sorte de rupture totale de l'activité d'un atelier ou d'une entreprise. Et cette rupture, on ne peut pas déterminer combien de temps il faudra, en fonction même des métiers, pour rétablir la soudure. C'est ainsi que, par exemple, en ce qui concerne le bâtiment et les travaux publics, vous ne pouvez pas savoir si ça ne va pas provoquer des accidents et pas seulement des incidents techniques. Comment, peu à peu, nous voyons un certain nombre d'équipes, parce qu'ils vont détenir les sources d'énergie, avoir la possibilité d'arrêter brusquement, en maniant un bouton, la vie économique et sociale du pays. Enfin, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Dans le temps, on parlait de la dictature des forces armées. On peut très bien supposer qu'un jour, un carteron de techniciens aura la possibilité, du jour au lendemain, en maniant une manette, n'est-ce pas, de tout arrêter et de prendre le pouvoir. Car ça va aussi loin que cela. Oui, les PME qui, par ailleurs, demandent à leurs adhérents de ne pas payer une partie de leur facture d'électricité. Du côté de la SNCF, il y a eu toute l'après-midi des pourparlers entre direction et syndicats, mais le préavis de grève est maintenu. Il n'y a pas de climat d'apaisement là-bas. Étrangers, eh bien, il faut d'abord savoir brièvement que l'Arabie Saoudite s'est déclarée à son tour comme l'Iran favorable au gel des prix du pétrole, que Mario Soares a posé ce matin la question de confiance au Parlement portugais. Et puis que le dossier numéro 1 de l'actualité reste toujours le Proche-Orient, avec d'abord une petite alerte, une gastro-entérite pour le Premier ministre israélien en visite à Londres. M. Begin a annulé tous ses engagements de la journée, mais pourra reprendre son activité dès ce soir. Le malaise n'est pas cardiaque, disent ses médecins. D'ailleurs, une partie de la délégation israélienne a également été indisposée. Hier soir, M. Begin avait regretté la rupture entre l'Égypte et les pays de la conférence de Tripoli. C'était en effet la dernière des initiatives audacieuses d'Anwar el-Sadat, qui avait préféré devancer les représailles des pays du Front du Refus. Première initiative audacieuse du président Sadat, c'était il y a un peu plus de 2 semaines, le samedi 19 novembre, répondant à l'invitation de Menachem Begin, le président égyptien arrive en Israël. Dès cet instant, toutes les données du conflit du Proche-Orient sont bouleversées, et ces images le prouvent, rien ne sera plus jamais pareil entre Israël, l'Égypte et le reste du monde arabe. Le lendemain, Anwar el-Sadat est à la Knesset, le Parlement israélien. Devant les députés, il affirme « Nous sommes d'accord pour vivre en paix avec vous, une paix qui garantirait la sécurité d'Israël. Mais à une condition, les territoires occupés en 67 doivent être restitués. » Réponse de M. Begin, tout est négociable. Samedi 26 novembre, deuxième week-end historique pour le président Sadat. Il s'adresse aux parlementaires égyptiens. Dénonçant l'hostilité des autres pays arabes, il rappelle qu'il n'a fait aucune concession à Jérusalem. Et puis il jette une nouvelle bombe en invitant tous les participants de la conférence de Genève à se rendre au Caire. Lundi 5 décembre, les pays du refus, Syrie, Irak, Algérie, Yémen du Sud, Libye et les mouvements palestiniens, ces pays réunis à Tripoli condamnent l'action du président Sadat et appellent à la combattre. Quelques heures plus tard, le président égyptien annonce qu'il rompt toute relation avec ces pays et renvoie chez eux 290 diplomates. Aujourd'hui au Caire, les ambassades fermées sont gardées par la police. Réaction américaine, Cyrus Vance, le secrétaire d'État, a déclaré qu'un règlement de cette question était possible sans reconvocation de la conférence de Genève. Et c'est à cet aveu que l'on s'aperçoit que l'ensemble de la politique américaine au Proche-Orient est en cours de révision. Hier, nous évoquions la première des journées du cadre de vie en ce moment au Palais d'UNESCO à Paris, à travers un exemple que nous sommes allés chercher au Danemark. Nous ferons la même chose ce soir pour le thème de la deuxième journée, les conditions de travail, les rythmes de vie et l'aménagement du temps. Laurence Graffin est allée voir une étonnante société d'assurance où les contremaîtres n'existent plus, où les salariés sont responsables groupe par groupe et où la productivité aurait augmenté du quart. Ce que vous voyez, c'est une entreprise. Le siège d'une des plus grandes sociétés d'assurance danoises, la Topsikring. Lorsque cette société a décidé, il y a 5 ans, de quitter Copenhague pour s'installer en banlieue, les 1000 salariés ont donné leur avis.
ils ont nommé 6 représentants, dont le responsable syndical de l'entreprise, pour étudier avec les architectes ce que pourrait être leur futur lieu de travail. Ces représentants ont d'abord choisi d'utiliser le budget de construction pour les aménagements intérieurs plus que pour la façade. Et puis, ils ont essayé d'imaginer une entreprise agréable à vivre et surtout un autre style de travail. On a pensé que le champ ici peut être libre de prendre son café quand on veut prendre son café, et aussi qu'on n'a pas de contrôle. Ce qui est la question ici, c'est de faire le travail, de faire un certain somme de travail en groupe, et quand on a fait son travail, on est libre de prendre son café, de faire ce qu'on veut. Mais ce confort que vous avez ici, est-ce qu'il est exceptionnel au Danemark? Oui, c'est exceptionnel. Naturellement, on veut bien que tout le champ ici, que tout le personnel est dans un bon endroit, dans un milieu bien. Et pour ça, on n'a pas construit un hôtel de luxe, mais on veut bien que le milieu est acceptable et agréable, parce qu'on pense que le monde travaille mieux comme ça. Sur cet étage, 800 personnes travaillent. Vous ne les voyez pas. Elles sont organisées en petits groupes. Chaque groupe a sa pièce, séparés des autres par des cloisons mobiles. Vous n'entendez pas non plus les 800 personnes. Tout l'étage est insonorisé et on a installé au plafond des haut-parleurs qui diffusent un bruit blanc, un bruit silencieux comme celui de la mer ou de la forêt. Tout l'aménagement a été prévu pour permettre un style de travail en groupe. Chaque groupe a la responsabilité d'un ensemble de clients pour un des secteurs d'assurance. Les 5 ou 6 membres du groupe se répartissent le travail, en discutent, s'organisent eux-mêmes. Il n'y a pas de contremaître. Ici, j'ai beaucoup de responsabilités. Et vous savez, si vous voulez être bien dans votre travail, vous avez besoin de responsabilités. Vous avez besoin d'un travail intéressant, vous devez sentir qu'on a besoin de vous et que vous faites un bon travail. Pour l'entreprise, ce n'est pas un mauvais calcul. Le bâtiment n'est pas plus cher qu'un bâtiment traditionnel, les résultats du travail sont meilleurs. À la Topsikring, l'écart entre le plus petit salaire et celui du directeur général est de 1 à 6. Mais il est encore réduit par la fiscalité danoise, très progressive. Nous discutons beaucoup entre chefs d'entreprise danois. Et je ne pense pas que notre expérience soit isolée. C'est un des éléments d'une évolution très rapide au Danemark. Alors que les écoles cherchent à donner aux enfants plus d'initiative, les entreprises pourront-elles leur refuser plus tard un minimum de responsabilité? Au-delà des considérations de rendement, c'est aussi ce que les entreprises commencent à réaliser au Danemark. Oui, le bruit de la mer, ça nous manque un petit peu, Antenne 2. La politique, avec d'abord ce petit livre de Pierre Juquin qui raconte toutes les négociations entre les 3 partis de gauche. À dossier ouvert, c'est le titre du livre, fait porter la responsabilité de l'échec sur les socialistes et les radicaux de gauche. Une préface de Charles Fitterman, des textes de Georges Marchais. Ni le brouillard, ni le silence, la vérité, dit le secrétaire général du PC en exergue. Un déjeuner tête-à-tête demain entre le président de la République et son Premier ministre à l'issue du Conseil des ministres. Pour le secrétaire général du Parti républicain, Jean-Pierre Soisson, le moment n'est pas venu de relâcher l'effort ou d'explorer des voies incertaines. Le Premier ministre nous a précisé ses intentions sur l'élaboration des objectifs d'action du gouvernement. Et là encore, la trajectoire qu'il a indiqué et que le président de la République a indiqué sera exactement suivie. Les objectifs d'action du gouvernement seront rendus publics par M. Raymond Barre au début de l'année prochaine, et plus exactement le 7 janvier 1978. Et ils seront constitués par des mesures concrètes. Dans la vie politique, il faut dire les choses. Et les choses sont très simples. Et les élections se passeront en mars prochain, comme elles se sont toujours passées dans l'histoire de la Ve République. Le président de la République définira le bon choix pour la France, les objectifs d'action détermineront ce bon choix, et les Français se prononceront pour ou contre. Et ma conviction
Jean-Pierre Soisson qui sortait du bureau du Premier ministre où il a été reçu pendant 2 heures. C'est un sérieux ballon d'oxygène qui sera donné après-demain à l'ensemble des transports publics en région parisienne. La jonction du RER entre les stations Aubert et Nation, Luxembourg et Châtelet et le prolongement du métro régional jusqu'à Marne-la-Vallée. Ce sera l'aboutissement de 15 ans de travaux et d'un siècle de projets qui n'avaient jamais pu voir le jour. 92 km d'un seul tenant. 10 minutes seulement pour traverser Paris. 6 nouvelles stations, bientôt le branchement sur les gares et le réseau de banlieue de la SNCF. Cette jonction marque la véritable naissance du réseau express régional. Le point de rencontre se situe ici, au cœur de Paris. C'est la station Châtelet, immense, creusée au fond du trou des Halles. Les travaux ont duré 5 ans. Laborieux car le plus souvent effectués en sous-sol, dans la boue et l'eau des inondations. Ils ont coûté 5 milliards. Le prix à payer pour offrir aux banlieusards la liaison directe avec Paris dont ils sont privés depuis toujours. Pour comprendre les raisons de cet isolement, il faut remonter aux sources. La Belle Époque. Jules Verne, la Tour Eiffel, la Fée Électricité et les compagnies privées de chemin de fer. Paris est encombré par les chevaux à crottin ou à vapeur, paralysé par les expositions universelles. Les projets les plus fantaisistes fleurissent. Métro à vapeur, dans les égouts, montagnes russes, gondoles aériennes. Chez les gens sérieux, ceux de la politique et de la finance, 2 camps qui vont se battre pendant 40 ans. D'un côté, les députés de l'Assemblée nationale et les compagnies de chemin de fer qui veulent faire pénétrer directement le train dans Paris avec une seule ligne reliant entre elles toutes les gares parisiennes et un minimum de stations. De l'autre, les élus de Paris qui, pour régler leurs problèmes de circulation, veulent un métro indépendant et le quadrillage le plus serré possible. On voulait faire le métro à un moment donné en voie étroite pour être sûr que les compagnies de chemin de fer, surtout la compagnie du Nord qui était appuyée sur les Rothschild, vous voyez, c'est ça le principal protagoniste dans l'affaire, pour être sûr qu'ils ne pourraient pas faire passer leur matériel roulant. Finalement, comme vous le savez, le métro a été fait en voie normale, mais le gabarit du matériel est plus étroit que celui de la SNCF. Alors Berthelot, qui était ministre de la guerre à cette époque-là, a expliqué qu'en cas de guerre, on pourrait quand même utiliser les voies du métro pour transporter, si vous voulez, des plateformes avec du matériel ou des soldats, mais qu'en temps de paix, les wagons de voyageurs de la SNCF, excusez-moi, des compagnies de chemin de fer de l'époque, étaient trop larges pour passer dans les tunnels, vous voyez. C'est le choix fait en 1898 du métropolitain qui a déterminé les progrès de la circulation parisienne, mais aussi l'isolement des banlieusards pendant presque tout le XXe siècle. Isolement si fortement ressenti que même encore en 1945, les plus petites percées du métro hors les murs étaient accueillies en fanfare. Le RER est donc une vieille idée du siècle précédent, reprise à l'économie en aménageant quelques réseaux de banlieues cédés par la SNCF. Ce qui explique que, contre toute logique, le RER desserve aussi bien la ville nouvelle que le petit village d'Île-de-France perdu en pleine campagne. Sa fonction tout de même est claire. Il s'agit d'aller chercher rapidement et de plus en plus loin les Parisiens qui travaillent. Sans doute, le RER augmentera-t-il encore l'écart trop fréquent qui existe entre le domicile et le lieu de travail. Et ce qu'apporte le RER, c'est une plus grande liberté de déplacement. Et par conséquent, pour l'avenir, une plus grande liberté dans le choix du domicile et dans le choix du travail. Et il évite en particulier à ce que les gens recherchent un emploi près de la gare, terminus du chemin de fer. Ils auront beaucoup plus de choix puisque le RER dessert successivement des grands pôles d'emploi comme la Défense, comme le centre de Paris, comme demain la gare de Lyon ou la Nation, et des zones résidentielles. La prochaine grande étape, 1980, sera la mise en contact du RER et des réseaux de banlieue des gares parisiennes. Paris sera alors doté d'un triple réseau de communication interdépendant, unique au monde. Comme quoi, le progrès peut dépendre de la revanche d'une idée.
Oui, le RER, ou pour faire plaisir à Simone Veil, eh bien, on n'aura pas le droit de fumer du tout dans aucun compartiment. 3 disparitions aujourd'hui, celle du professeur Gosset, chirurgien des hôpitaux, et qui laissera le souvenir dans le corps médical de ses travaux pour l'amélioration des techniques pédagogiques. Celle de l'ancien ambassadeur américain à Paris, David Bruss, et puis celle de Raoul Follereau, l'apôtre des lépreux, ou le vagabond de la charité, c'est ainsi qu'on le surnommait. Bien que non médecin, il s'était donné entièrement pour que les lépreux sortent du ghetto, de la crainte ou de l'indifférence. Il est mort aujourd'hui à Paris à 74 ans. Et puis cette information qui nous a impressionnés à la rédaction, le cadavre d'un homme porté disparu depuis 5 ans a été découvert à son propre domicile à Montluçon. Il était mort effectivement depuis 5 ans et personne ne s'était intéressé à son sort. Sans transition, la boxe maintenant avec cette superbe revanche de Jean-Baptiste Piévache, champion d'Europe des poids super légers depuis hier soir. Champion d'Europe au bout de 4 minutes 40 de combat. Vous le voyez, tout s'est terminé par un KO de l'Italien Bandini au tapis après un crochet droit que nous ne nous lassons pas de vous montrer. Et maintenant, Piévache attend le championnat du monde. Cette petite information qui m'a amusé avant de vous donner la météo. Maintenant, pour la première fois dans son histoire, la Normandie va être obligée cette année d'importer des pommes pour satisfaire à ses besoins en cidre ou en eau de vie, en importer de Hongrie. La météo donc, le temps sera plus doux sur l'ensemble du pays, mais avec des pluies et des averses. Dans le midi, alternance de précipitations orageuses et d'éclaircies. Vent fort sur le sud-ouest et sur les régions côtières, avec toujours menace de tempête l'après-midi et le soir. Pas de dernier rendez-vous avec l'actualité ce soir, vous le savez, mais n'oubliez pas, demain, la rédaction d'Antenne 2 vous attend d'abord pour un match de football en direct, Lens-Magdebourg, puis pour une émission spéciale consacrée au nouvel empereur, Sa Majesté impériale Bokassa Ier. Voilà, je vous souhaite à tous une très très bonne soirée et je vous retrouverai avec plaisir demain.